Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une personne qui a contribué de manière significative aux avancées en neurosciences pour son plus grand malheur. Phineas Gage. Non. Anao? Sérieux? Non. On va parler aujourd'hui de HM. Ah bon, il n'a pas de prénom. Il avait un vrai prénom, il s'appelait Henri Molaison. Henri Molaison naît le 26 février 1926 à Hartford dans le Connecticut. Son histoire commence à l'âge de 7 ans où il est victime d'une chute de vélo. À l'âge de 10 ans, il présentera des premières crises d'épilepsie. Ces crises d'épilepsie vont apparaître comme étant pharmacorésistantes, c'est-à-dire qu'elles ne réagissent pas au traitement, et vont s'aggraver petit à petit tout au long de son adolescence. L'importance des crises d'épilepsie va devenir telle qu'à l'âge de 27 ans, Henri Molaison, devenu électricien, ne peut plus mener une vie normale. Le docteur William Scoville, neurochirurgien au Hartford Hospital, va lui proposer une solution chirurgicale en lui promettant une amélioration de sa qualité de vie. L'opération va consister en la résection bilatérale des lobes temporaux internes, et plus précisément des deux hippocampes et des deux gyri para-hippocampiques. Oui, c'est une opération assez impressionnante. À l'époque, elle est d'ailleurs décrite comme étant expérimentale. L'opération sera un franc succès chirurgical. Il faut néanmoins nuancer. Une étude en IRM faite par le docteur Susan Corkin dans les années 2000 nous montrera que l'étendue des lésions chirurgicales est moins importante que prévu. Ah bah c'est une bonne nouvelle alors. Non, pourquoi? Quoi qu'il en soit, quand Henri se réveille, il ne présentera plus de crise d'épilepsie. Il ne présente pas de troubles du raisonnement, pas de troubles du langage, pas de troubles de la perception, pas de troubles de la motricité, pas de troubles de la sensibilité. Il fera donc un procès à William Scoville en 1965. Mais l'opération n'était pas un succès? Si. Mais Henri Molaison va présenter une amnésie complète, une des plus massives qui ait jamais été décrite dans la littérature scientifique. Plus précisément, Henri présente une amnésie rétrograde et une amnésie antérograde. L'amnésie rétrograde varie selon les sources, de quelques années avant l'opération à l'ensemble de sa vie. L'amnésie antérograde, elle, est par contre décrite comme une des plus complètes et massives qui ait jamais existé. Ici, il est important de définir ce qu'on appelle amnésie rétrograde et amnésie antérograde. Une amnésie rétrograde, c'est l'incapacité à se rappeler, à réaccéder à des souvenirs qui étaient présents, qui ont été construits avant la lésion cérébrale. La lésion cérébrale étant ici l'opération chirurgicale. Une amnésie antérograde, c'est l'incapacité à créer un nouveau souvenir depuis la lésion cérébrale. Alors, on parle là d'amnésie qui concerne la mémoire à long terme et pas la mémoire à court terme. On a très souvent tendance à confondre amnésie antérograde et amnésie de la mémoire à court terme. Ça n'a rien à voir. Dans une atteinte antérograde, il est impossible de créer, de stocker ou de récupérer des souvenirs qui devaient être enregistrés en mémoire à long terme. Le problème est donc un problème de mémoire à long terme. Pour résumer, une amnésie rétrograde, c'est ça, et une amnésie antérograde, c'est ça. Et ceux qui ont les deux, c'est eux. Aujourd'hui, personne ne reproposerait une opération de cette nature sans précaution. Seulement, à l'époque, il n'y a pas d'imagerie cérébrale. On ne connaît absolument pas les corrélations anatomo-fonctionnelles. On ne sait pas quelles sont les zones qui sont responsables du fonctionnement de la mémoire et on a plutôt tendance à considérer que la mémoire est distribuée à l'ensemble du cerveau. Enfin, on n'a pas de modèle cognitif précis sur le fonctionnement de la mémoire. On ne différencie pas encore officiellement et systématiquement la mémoire à long terme et la mémoire à court terme. L'opération de Henri Molaison a lieu en 1953 et le premier modèle à différencier de manière très précise la mémoire à long terme de la mémoire à court terme, c'est le modèle d'Atkinson et Shiffrin qui est proposé en 1952. Quoi qu'il en soit, en 1957, le cas HM est présenté par le docteur Scoville à un congrès de neurochirurgie. Après son opération, Henri est pris en charge par une neuropsychologue, le docteur Brenda Milner. Le docteur Milner va proposer une évaluation systématique et étendue des capacités et des altérations présentées par son patient.
En particulier, elle décrit un patient qui est incapable de se rappeler des noms des personnes qu'il vient de rencontrer ou de se rappeler de ce qu'il vient de faire. Il n'est pas non plus capable d'apprendre la date ou de se repérer dans des lieux qu'il ne connaissait pas avant. Par exemple, Henri Molaison a déménagé quelques mois avant son opération. Jusqu'à la fin de ses jours, il sera incapable d'apprendre quelle est sa nouvelle adresse. Néanmoins, Henri est capable d'apprentissage. Le docteur Milner met en évidence que Henri Molaison est de plus en plus rapide et de plus en plus efficace à réaliser certaines tâches. Elle le fait dessiner ou relier des points vus dans un miroir. Et au fur et à mesure des essais, Henri est de plus en plus rapide, de plus en plus efficace à réaliser ses tâches, alors qu'il n'a aucun souvenir de les avoir déjà effectuées. Pendant près de 40 ans, Henri Molaison et le docteur Brenda Milner vont travailler ensemble pour mieux comprendre le fonctionnement de la mémoire humaine. Henri Molaison meurt à 82 ans le 2 décembre 2008 et son nom sera révélé à la communauté scientifique à ce moment-là. Grâce à lui, nous connaissons l'importance des structures temporales internes dans la mémoire épisodique. C'est aussi grâce à lui que nous avons des arguments cliniques en faveur de l'existence d'une mémoire à long terme et d'une mémoire à court terme. Et bien qu'il n'ait jamais été capable d'apprendre le nom de sa thérapeute, il a une conscience aiguë d'à quel point ces troubles permettent l'avancée des neurosciences. À sa mort, Henri Molaison a été remercié par l'ensemble de la communauté neuroscientifique. Et bien que lui soit un des cas les plus célèbres des neurosciences, on oublie souvent les dizaines d'autres patients qui ont eu le même type d'opération et qui n'ont jamais été pris en charge. Soit parce qu'ils présentaient des troubles moins spécifiques ou associés à des troubles du langage par exemple, soit tout simplement parce qu'ils n'étaient pas suivis par des thérapeutes investis. Je tenais à faire cette première vidéo pour remercier Henri Molaison, le docteur Brenda Milner et tous ces patients anonymes grâce à qui nous avons progressé en neurosciences. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez aimé, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, si vous ne l'avez pas aimé, vous pouvez mettre un petit pouce en bas. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à écrire des commentaires, y compris sur les thèmes que vous voulez me voir aborder. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.